Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre dans ce numéro politique spécial législative. Et aujourd'hui, nous recevons Monsieur Philippe Edmond Mariette, candidat à la première circonscription du Centre, une personnalité politique bien connue de la Martinique. Monsieur Philippe Edmond Mariette, pardon. Bonjour et bienvenue. Bonjour Nathalie, bonjour aussi à l'ensemble des auditeurs et auditrices de Zouk TV et vous remercie de m'avoir invité. Alors, ça va être un peu particulier comme question quand je vous demande de vous présenter, puisque, comme je disais, vous êtes bien connu de la scène politique en Martinique, mais est-ce que vous pouvez en dire quand même quelques mots sur vous, à ces Martiniquais, à ces téléspectateurs qui vous regardent aujourd'hui? Très simplement, Philippe Edmond Mariette, 68 ans. Je suis avocat de profession, je fais ce métier depuis 43 ans. C'est un métier qui me passionne, qui me porte. D'ailleurs, je dis, j'exerce une profession. Je ne vais pas au travail, j'exerce une profession, donc je le fais passionnément. J'ai eu un parcours de militant associatif et de militant sportif, puisque pendant 15 ans, j'ai été président de l'association d'action éducative près le tribunal pour enfants de Martinique, avec le milieu ouvert à AMO et le foyer d'éducation du Bois-Joli, où les enfants étaient quasiment en internat. Et puis, j'ai aussi fait beaucoup de sport, notamment du handball. Et j'ai été président de la Ligue de handball de Martinique à peu près sur une période de 7 ans. Voilà. Entendu. Alors, en 2022, vous étiez déjà présent aux législatives pour la même circonscription. Vous avez récolté 37% des suffrages, mais vous n'avez pas été élu. Aujourd'hui, vous revenez. Qu'est-ce que vous pensez de la dissolution de l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est une opportunité pour vous? Quel est le regard que vous avez sur cet événement politique? Alors, d'abord, le regard que j'ai, c'est que cette dissolution nous a quasiment tous surpris. Les conditions de sa survenue, parce que c'était une élection européenne, on ne pensait pas que le président de la République, Emmanuel Macron, réagirait de la sorte. Maintenant, moi, je me dis, la situation aujourd'hui est très très grave. Elle est très très grave. À Paris, on est dans le grand chamboulement. Et il y a quelques jours est sorti le rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Et ce rapport, qui est fait par des gens d'une grande compétence, fait état de la montée du racisme en France à un niveau qu'on n'avait jamais connu. Antisémitisme, racisme à l'endroit des Maghrébins, mais surtout racisme à l'endroit des Noirs. Et puis des populations, j'ai envie de dire, minoritaires, notamment les Roms et les Tziganes. Ce qui montre bien qu'on est dans une période extrêmement difficile. Je me suis donc dit, à la faveur de cela, que je ne pouvais pas rester dans mon coin. Donc, c'est d'abord cela qui m'a donné une formidable envie d'y aller en disant non, il faut faire barrage, il faut protéger la Martinique. Ensuite, il y a bien sûr les amis du camp politique qui n'ont pas arrêté de m'appeler pour me dire Philippe, il faut y aller, etc. Donc, on s'est réunis, on a longuement discuté, j'ai demandé un temps de réflexion. Il y a des moments où j'ai hésité, je me disais bon. Et puis finalement, quand l'on a discuté, quand on a mis à plat le parcours du sortant, quand on a regardé comment il fallait aujourd'hui que l'expérience et la responsabilité soient portées par une voix forte martiniquaise, j'ai décidé d'aller à la bataille électorale et je suis prêt et j'ai envie de demander aux habitants de la circonscription, aux électeurs, de me faire confiance. Alors, de vos propos, plusieurs questions ressortent. Alors, déjà pour commencer, est-ce que de votre discours, on doit comprendre qu'il faut avoir peur de cette montée du Rassemblement national, notamment lors des élections européennes et aussi en Martinique? Absolument. Madame, quand vous regardez, même s'ils ont changé la couleur de leurs habits, ils sont passés du Front National au Rassemblement national. Il y a aujourd'hui un racisme décomplexé qui est en train d'envahir toute la sphère française. Et donc, qu'on le veuille ou pas, ça a des conséquences. Nous avons des enfants là-bas, nous avons des frères et des sœurs, nous avons des amis. Et donc, je me dis, non, déjà, c'est pas possible. Et puis ensuite, à la Martinique, cette terre qui a été une terre d'esclavage, où énormément de gens ont perdu la vie dans des conditions effroyables et où nous essayons de dépasser ce traumatisme-là pour redevenir citoyens du monde et appartenir à une terre martiniquaise dans laquelle on veut grandir et on veut offrir des chances à nos enfants, il n'y a pas de raison pour que quelqu'un comme moi, qui ait toujours été à gauche, avec un profond engagement humaniste, je ne me sens pas concerné par cette bagarre. Donc, moi qu'à aller,
Et résolument, je me dis, à moi de convaincre les électeurs et les électrices pour qu'ils me fassent confiance et qu'ils aient envie de choisir Philippe Edmond Mariette plutôt qu'un autre. Alors, vous avez parlé de vos amis politiques qui vous ont contacté. Qui sont ces amis? Alors, vous n'ignorez pas que lors des dernières élections de la CTM, je faisais partie d'un grand groupe qui s'appelle Grand Assemblée pour Martinique, dont la tête de file, c'était Alfred Marie-Jeanne. Ce groupe-là, c'est un groupe qui nous a permis d'arriver à la CTM, mais hélas, nous sommes dans l'opposition, puisque le président du conseil exécutif et le président de l'Assemblée, d'un côté Serge Letchimy, de l'autre côté Lucien Salibert, sont les élus de l'Alliance. L'Alliance, comme les grands assemblées, regroupe plusieurs partis. Et donc, au Grand Assemblée, vous avez plusieurs partis, le MIM, le CNCP, le PALIMA, le Parti communiste martiniquais, Martinique Écologie, et bien d'autres. Et puis, vous avez aussi un certain nombre de personnalités. Et donc, c'est tout ce groupe-là, dès le lundi soir, 24 heures après la dissolution, qui s'est réuni et qui, après une large concertation, a à ce moment-là décidé qu'il fallait que nous soyons présents dans la bataille électorale, mais que nous y allions avec des chances de succès et pour soutenir des candidats totalement déterminés et engagés. Et à Fort-de-France, par exemple, nous avons Francis Carole. Dans le Sud, nous avons Louis Boutrin. Et donc, on entend une réactivité certaine, puisque donc une campagne assez active, malgré le délai très court. Où allez-vous siéger si vous êtes élu? Et puis, vous m'avez parlé effectivement de ce que vous avez pu mener comme travaux, notamment à la CTM avec Alfred Marie-Jeanne. Quelle est votre étiquette précisément? Bâtir le pays Martinique, c'est ça? Non, j'étais à bâtir le pays Martinique. En 2012, j'ai laissé bâtir le pays Martinique. L'évolution des choses et l'histoire savent très bien les conditions dans lesquelles cela s'est passé, ce qui me permet d'ailleurs de profiter de votre antenne pour faire juste un petit instant mémoire pour Pierre Samo, qui est celui qui m'a initié en politique, qui est décédé il y a maintenant un peu plus d'une semaine. J'étais à ses obsèques, qui a été un très grand maire pour la ville du Lamentin, et aux côtés duquel j'ai beaucoup appris. Après, j'ai fait mes propres choix. Et donc, pour revenir à ce que vous disiez, dans la démarche qui est la nôtre, au Grand Assemblée pour Martinique, nous avons toujours voulu donner la priorité à la responsabilité martiniquaise. Donc, quand nous sommes à Paris, il ne s'agit pas pour nous de faire des rodomontades, de jouer au fier à bras. Il s'agit pour nous de poser avec acuité les difficultés qu'en rencontre la population martiniquaise et de nous battre avec intelligence, avec des fois habileté et diplomatie pour obtenir des résultats pour la Martinique. C'est ce qu'Alfred Marie-Jeanne a fait pendant très longtemps quand il était parlementaire. C'est ce que j'ai fait moi-même quand j'ai effectué le premier mandat de parlementaire entre 2003 et 2007. Et aujourd'hui, je m'inscris toujours dans cette même dynamique, même si, le temps ayant passé, il convient d'adapter les revendications martiniquaises à la réalité à la fois sociale et économique de notre territoire, parce qu'aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, les problèmes sont encore plus graves qu'ils ne l'étaient avant. Alors, quelles sont alors vos grandes lignes? Quelle est votre proposition? On vous entend parler du chlordécone, de la santé publique. Qu'est-ce que vous allez défendre là, cette fois-ci? Alors, si vous voulez, je suis sur 4 axes. Et je considère que ces 4 soucis-là sont des problèmes majeurs. Le premier, c'est celui relatif à la cherté de la vie. Et comme c'est un sujet difficile, il faut faire preuve de réalisme et de pragmatisme. Donc, moi, je me dis, l'un des totems, l'un des exemples sur lesquels je veux me battre, c'est celui concernant le prix des billets d'avion. Juste pour que les téléspectateurs nous comprennent bien. Nathalie, vous avez pour la Corse une enveloppe annuelle de continuité territoriale qui est abondée par l'État à hauteur de 187 millions d'euros. Pour l'ensemble des Outre-mer, la Corse, c'est 300 000 personnes à peu près, habitants. Pour l'ensemble des Outre-mer, quasiment 2,8 millions, 2,9 millions de personnes. Vous avez une enveloppe budgétaire de 45 millions d'euros. Cherchez l'erreur. Et les conditions d'accès ne sont absolument pas les mêmes. Je veux travailler sur ce sujet-là. Il y a d'ailleurs un excellent rapport qui a été fait à ce titre-là par le Sénat lors des 2 dernières années. Et c'est une mission dans laquelle il y avait la sénatrice Catherine Concon. Donc, il faut reprendre ce travail-là, mais il faut aller plus loin. Parce qu'aujourd'hui, il faut absolument imposer à l'État
de respecter son engagement. Le deuxième sujet, c'est celui de la santé publique. Nous ne pouvons pas continuer dans une situation à la nuit à Martinique. L'hôpital public, ce n'est pas possible, la situation de nos hôpitaux. Or, c'est une compétence régalienne de l'État. Alors, moi, je me dis, quand on a reconstruit l'hôpital de Guadeloupe, plus de 600 et quelques millions, l'État a apporté quasiment l'entièreté de cette somme. C'était décidé depuis sous Sarkozy. Madame Pinchard était ministre de l'Outre-mer. Victorin Lurel est arrivé à maintenir cette enveloppe-là sous François Hollande. Et ça s'est poursuivi. Mais nous, ici à la Martinique, quand il a fallu construire la maison de la mère et de l'enfant, quand il a fallu refaire l'ensemble du bloc opératoire et des services d'urgence, certes, l'État a aidé. Certes, il y a eu des fonds européens. Mais le CHUM a dû lui aussi s'endetter par des prêts bancaires pour pouvoir composer l'enveloppe globale. Donc, sur ça, moi, ma proposition est de dire, soit on efface la totalité de la dette, soit on fait comme on fait pour les sociétés commerciales, mais c'est un texte à écrire, un dispositif à mettre en place. On prend la dette, on la met de côté, on fait un budget, donc la dette sera dans un budget annexe, et on prend un nouveau budget, et là, on fait redémarrer un CHUM, on met une équipe en place en lui demandant des résultats, et on se met au travail pour que notre hôpital, enfin, puisse offrir à tous un égal accès aux soins. Alors, les Martiniquais savent toute votre expérience politique, puisque vous avez travaillé à différents points au niveau municipal, au niveau de la CTM, au niveau de la première circonscription. D'ailleurs aussi, aujourd'hui, vous êtes 8 candidats sur cette circonscription, dont Giovanni Williams. Quel est le message que vous voulez transmettre aux Martiniquais? Pourquoi ne pas s'allier avec lui? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes un candidat opposant, j'ai envie de dire, oui, opposant? Qu'est-ce que vous avez à dire de son mandat? Êtes-vous satisfait? Qu'est-ce qui, selon vous, a fait qu'aujourd'hui, il ne peut plus continuer et que vous devez prendre le relais? Pour 2 raisons essentielles. D'abord, l'énorme déception que sa pratique parlementaire a suscité. Le fait que sur un certain nombre de textes, il ait été absent. Je prends un exemple. Aujourd'hui, nous avons une grosse problématique concernant le foncier à la Martinique. La loi Letchimy a fait progresser la situation. Mais sur ce qui pose problème dans les derniers dossiers qui ont défrayé l'actualité en Martinique, c'est le fait que certaines personnes font ce qu'on appelle une prescription acquisitive. Comment vous faites? Vous allez avec des témoins chez un notaire, et le notaire, à ce moment-là, en présence des témoins qui le disent, certifie et reconnaît que ce terrain, depuis 30 ans, il est le vôtre. Eh bien, savez-vous qu'il y a eu un amendement qui est passé là, lors de la dernière mandature, et qui a permis de ramener le délai de prescription à 10 ans. Où était Giovanni Williams quand cette décision a été prise? Et le fait de le porter à 10 ans, je peux vous dire qu'aujourd'hui, tout le monde en Martinique est unanime pour dire que ce n'est pas possible. Et même l'établissement public de titrement qui a été créé et où la CTM prend sa part de responsabilité, il est dit les 10 ans de prescription, ce n'est pas admissible, il faut absolument revenir dessus. Donc c'est un premier exemple. La deuxième chose que je veux dire à notre population et à ceux qui m'écoutent, face au Front National, il faut que les choses soient très claires. Moi, j'ai un député sortant, je l'ai entendu sur une chaîne différente de la vôtre, dire aux journalistes qu'il interviewait qu'il n'excluait pas de pouvoir faire partie du gouvernement Macron. Alors, à quel moment je dois croire à sa parole? Quand il dit qu'il est à la NUPES ou quand il dit qu'il n'est pas exclu qu'il puisse faire partie du gouvernement Macron? Si un gouvernement qui a le plus maltraité les Outre-mer, c'est bien tous ceux que M. Macron a mis en place. D'ailleurs, il y a eu une valse, non pas de ministres, mais des secrétaires d'État à l'Outre-mer, le ministère de l'Outre-mer étant rattaché à la place Beauvau au ministre de l'Intérieur. Dans mon esprit, il y a quelque chose qui sonne comme étant ministère de l'Intérieur, ministère de la Répression, ministère des policiers, etc., etc. Et donc j'entends dans vos propos que vous promettez aux Martiniquais de la transparence? Absolument. Et je vais d'ailleurs vous dire, l'engagement moral que j'ai pris avec les électeurs dans le porte-à-porte, avec le soutien de Philippe Jean-Marie Alphonsine, qui est mon suppléant, c'est de revenir une fois par trimestre, leur rendre compte de mes échecs, de mes succès, leur dire les difficultés, et puiser auprès d'eux la force
de continuer à porter le combat à Paris s'ils me font confiance. Eh bien, Monsieur Philippe Edmond-Mariette, merci pour toutes ces précisions. Nous vous souhaitons une excellente campagne. Et puis, quant à vous, chers téléspectateurs, nous vous disons à très bientôt pour le prochain numéro autour des législatives 2024. Merci. Merci, bonsoir.